Nous allons enfin pouvoir aborder les sujets qui nous intéressent et qui nous importent le plus, à savoir le pitch. Avant de parler du pitch, j'ai besoin d'aborder un sujet avec vous qui est celui des freins à la prise de parole. Parce que si je vous transmets tout ce que je connais, si je vous donne toutes les techniques de pitch, mais qu'on n'a pas fait ce travail préparatoire, en fait vous allez voir, vous allez vous brider vous-même. Donc on va regarder ça au fur et à mesure. La plupart des gens pensent qu'ils n'osent pas prendre la parole parce qu'ils n'ont rien à dire. Alors qu'en réalité, ils hésitent à prendre la parole parce qu'ils ont peur de sortir du lot. Ce qui est assez paradoxal parce que la plupart des gens qui viennent me voir me disent j'ai envie d'être impactant, j'ai envie de marquer les esprits, etc. Mais quand ils se retrouvent dans le contexte, il y a quelque chose qui les bloque et on va essayer de comprendre c'est quoi. Si on revient donc des milliers d'années en arrière, en fait ce qui se passe c'est que si on est exclu du groupe, ça veut dire qu'on meurt. À une époque préhistorique, si on était exclu du groupe pour telle ou telle raison, en fait, ce qui se passait, c'est que on se retrouvait sans nourriture, on se retrouvait à la merci des prédateurs, et ça voulait dire la mort. C'est pour ça que génétiquement, on est programmé pour respecter le groupe. C'est pour ça que le sentiment de honte existe. La honte, c'est quand on a le sentiment de faire quelque chose qui peut nous exclure du groupe. Et c'est pour ça, en fait, que lorsque vous vous retrouvez, par exemple, à un endroit où tout le monde présente son activité et que vous voyez que tout le monde fait un pitch un petit peu timide, vous allez avoir tendance à vous minorer pour rentrer dans le groupe. Parce que sortir du lot, en fait, c'est dangereux. Et il y a un mécanisme qui explique très bien ça, c'est celui de la conformité sociale. Et pour ça, on va avoir une petite expérience sociale qui est très parlante par rapport à ça. Mais jusqu'où allons-nous pour faire partie du groupe? Pour répondre à cette question, nous avons organisé une expérience de caméra cachée pour voir si cette jeune femme finirait par se lever en entendant la sonnerie, simplement parce que les autres le font. Vous pensez peut-être que jamais vous ne le feriez, mais rien n'est moins sûr. Il n'aura fallu que 3 sonneries pour que cette jeune femme, sans même savoir pourquoi, aligne son comportement sur celui du groupe. Et que se passerait-il si le groupe n'était plus là? Elaine, c'est à vous. Ça y est, elle est enfin seule. Tout le monde est parti et plus personne ne la regarde, excepté nos caméras cachées. Que pensez-vous qu'elle va faire? Notre cobaye n'a même plus besoin d'être en présence d'autrui pour se conformer aux règles du groupe. Voyons ce qui se passe si nous faisons entrer un nouveau personnage en scène qui ignore la règle. Bonjour, j'ai un rendez-vous à midi. Asseyez-vous, ce sera à vous dans quelques minutes. Parfait. Merci. Pourquoi vous l'avez-vous? Tout le monde le faisait. Je croyais qu'on était obligés. Vous pensez que le petit nouveau va suivre le mouvement? De nouveaux patients arrivent sans se douter de rien. Lentement, mais sûrement. Ce qui n'était qu'une règle inventée spécialement pour cette jeune femme est devenu la norme pour tout le monde dans la salle d'attente. Pour nous expliquer ce qui se passe dans leur cerveau, voici Jonah Berger, de l'Université de Pennsylvanie. Ce comportement de meute intériorisée, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. Dès le plus jeune âge, dès que nous voyons un de nos congénères faire quelque chose, notre cerveau nous envoie un signal positif si nous répétons cette action. Quand j'ai vu tout le monde se lever, j'ai senti qu'il fallait que je fasse pareil. Sinon, je me serais sentie exclue. Une fois que j'ai commencé à les imiter, je me suis sentie bien plus à l'aise.
Le conformisme est essentiel aux sociétés humaines, mais il peut aussi mener à de mauvaises habitudes ou à répéter d'anciennes erreurs. Cela explique pourquoi même les rebelles qui n'imitent pas les bêtises de leurs semblables finissent par rejoindre leur rang. Donc on a vu ici que la conformité sociale était un mécanisme très très fort et très très ancré qui pouvait nous pousser même à faire des choses absurdes juste pour être accepté par le groupe. La deuxième expérience dont je veux vous parler, c'est une expérience relative à la peur du rejet par le groupe. Ça s'appelle l'expérience Cyberball et donc ça a été mené par Naomi Eisenberg. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis des participants dans une expérience de réalité virtuelle où le but du jeu était d'envoyer la balle à deux partenaires. Sauf qu'en réalité, les partenaires n'existent pas. C'est un algorithme qui est programmé pour d'abord inclure le participant, donc jouer avec lui, lui envoyer la balle, et petit à petit, l'algorithme arrête d'envoyer la balle aux participants. Et les gens sont mis dans des IRM pour pouvoir calculer ce qui se passe, et en fait on se rend compte que ça active les mêmes zones du cerveau que celles de la douleur physique. Donc le rejet par le groupe active les mêmes douleurs que celles des douleurs physiques. C'est le cortex singulaire antérieur dorsal et l'insula antérieure qui vont s'activer ici. Donc le rejet, c'est quelque chose qui fait vraiment vraiment peur, et comme humainement on a tendance à vouloir éviter la douleur, en fait c'est une des raisons qui va nous pousser à éviter de faire tout ce qui pourrait nous confronter à du rejet d'une manière ou d'une autre. L'autre expérience dont j'ai envie de vous parler, c'est l'expérience de conformité de H. Donc là, on a mis un participant, et en fait, tous les autres participants sont complices. On leur montre 3 lignes et une ligne de référence, et on leur pose la question, quelle est la ligne de la bonne taille? Comme vous pouvez le voir très rapidement, la bonne réponse, c'est la réponse C. Sauf que tous les participants qui sont donc complices vont donner une mauvaise réponse. Et vous allez voir que dans 75% des cas, la personne préfère se tromper avec le groupe qu'avoir raison seule. Donc elle préfère donner la même réponse que les autres, quitte à se tromper, plutôt que d'avoir raison toute seule. Vous voyez, en fait, la pression sociale est beaucoup plus forte et beaucoup plus ancrée dans nos gènes que ce qu'on pense. Notre instinct, qui nous a permis de survivre pendant des millénaires, n'est plus à jour. Et aujourd'hui, donc, il voit des dangers là où il n'y en a pas. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on va avoir tendance à se minorer à chaque fois qu'on doit prendre la parole, qu'on doit faire un pitch, en fait, qu'on doit sortir du lot, c'est-à-dire qu'on disrupte un petit peu l'ordre social établi parce qu'on a envie de se démarquer. Et c'est là on va tomber dans le piège de la médiocrité, parce que le groupe pousse très souvent vers la moyenne, la prudence et la répétition. Donc si vous suivez le groupe, vous allez rester invisible. La visibilité appartient à ceux qui incarnent leur leadership, prennent position, assument leurs valeurs. D'où tout ce travail qu'on a fait précédemment sur le why et les valeurs, parce qu'on a besoin qu'elles soient plus fortes que cette peur du rejet. Et si vous restez bloqué sur une position de « j'ai envie de plaire à tout le monde », en fait ça ne va pas fonctionner. Un bon pitch doit capter l'attention, il doit sortir du lot. Et là donc je vais vous montrer une vidéo, qui est la vidéo du pingouin nihiliste, donc un pingouin qui décide de ne pas suivre le groupe, de ne pas rester avec la colonie, et qui décide de partir tout seul, en direction des montagnes, en direction de son objectif. Tous ces pingouins vont vers le bord de mer à droite. Mais l'un d'entre eux a retenu notre attention, celui au centre. Il ne va pas vers les lieux où se trouve la nourriture en bord de mer, ni ne retourne à la colonie. Un peu après, on le voit se diriger droit vers les montagnes qui se trouvent à plus de 70 km de distance. Le docteur a expliqué que même s'il le prenait et le ramenait à la colonie, il se mettrait immédiatement en route, de nouveau vers les montagnes. Mais pourquoi ? Ici, il avance vers l'intérieur du vaste continent. Avec 5000 km à parcourir devant lui, il avance vers une mort certaine.
pour certaines personnes, cette vidéo est inspirante. On se dit, c'est moi le pingouin qui suit pas les règles, qui va à l'encontre de cette société, qui devient folle. Et pour d'autres, en fait, ça active un vrai danger. Et en fait, moi, je veux que vous créez un nouveau paradigme. Que vous disiez pas, si jamais je sors du lot, je vais mourir seul sur la banquise. Au contraire, que vous vous disiez, je vais attirer des personnes qui me ressemblent en incarnant mon propre leadership. Donc, on ne veut pas quitter la tribu, on veut trouver la nôtre. Une tribu qui est plus exigeante, une tribu qui veut réussir, une tribu qui se donne les moyens et qui accepte à un moment donné de se sentir en danger, quand bien même le danger n'est pas réel. Parce que quand quelqu'un pose un acte de pouvoir et parle différemment, deux choses arrivent. La première, certaines personnes s'éloignent et d'autres se reconnaissent. C'est ce qu'explique Seth Godin dans son livre Tribu, avec la théorie des tribus. Donc il explique que les humains cherchent des groupes qui partagent leurs valeurs, leurs croyances et leur vision du monde. Donc si vous parlez de façon claire, vous allez attirer les bonnes personnes et naturellement repousser les mauvaises. Maintenant, avant que je vous transmette toutes les méthodes de pitch très très concrètes, il faut que vous soyez capable de combattre toutes ces mécaniques ancrées parce que vous avez compris qu'elles existent, qu'on a donc ces peurs séculaires, et surtout se rappeler que toutes ces peurs sont aussi exacerbées, renforcées par des croyances familiales. Des fois, dans votre famille, on vous a dit ne fais pas trop de vagues, tais-toi, tu vas déranger, fais attention, etc. Donc c'est des choses qui, en plus, viennent parfois, pour certaines personnes, des injonctions familiales. Donc il va falloir qu'on soit conscient de tout ça, d'avoir un objectif suffisamment clair et suffisamment fort pour pouvoir dépasser tout ça. Parce qu'une fois que je vous aurai donné les méthodes, se démarquer, ça voudra aussi dire déranger quelque part. Et il faut que vous soyez d'accord avec ça. En réalité, sans vous en rendre compte, vous avez pu activer ce qu'on appelle une boucle anxieuse autoréalisatrice. On va voir ce que ça veut dire. Donc la boucle anxieuse auto-entretenue, c'est quoi ? Première étape, vous êtes dans l'anticipation. Vous vous dites les gens vont me juger. Donc vous focalisez un petit peu trop sur vous-même, vous commencez à paniquer. Donc vous allez utiliser des techniques pour vous sentir plus en sécurité. Vous allez ou lire votre texte, ou éviter le regard des gens, parler très très vite pour que ça aille beaucoup plus vite et que ça se termine rapidement. Et en réalité, vous allez bâcler l'exercice. Donc vous allez dégrader la performance, un discours confus, il y aura des blancs, il y aura beaucoup de etc., des blocages, ou peut-être vous allez commencer le discours, je le vois très souvent ça, en disant moi je suis nul pour me présenter, ou moi je dis jamais tout le temps la même chose, et en fait rien que ça, vous vous mettez en position d'infériorité. Et donc ça va confirmer votre croyance je suis nul à l'oral, ce qui fait que la fois d'après, quand vous aurez besoin de pitcher ou de présenter, vous allez vous retrouver dans ce même contexte d'anticipation, où vous allez vous dire ils vont me juger, etc., etc., et vous allez reproduire sans fin. Ce qui va créer un phénomène qui s'appelle l'impuissance apprise. Vous avez conditionné votre cerveau à l'échec et surtout vous vous êtes dit en fait il n'y a rien que je puisse faire parce que je suis mauvais. Nous ce qu'on veut vraiment comprendre aujourd'hui, c'est que faire un bon pitch, mais surtout faire un pitch qui est excellent, qui sort du lot, et ça s'apprend et qu'il n'y a pas de fatalité. Personne n'est bon ou mauvais à l'oral, tout le monde peut le devenir. Donc Martin Seligman dans les années 70 a fait une expérience qui, je ne vous le cache pas, est un petit peu barbare, puisqu'il a électrocuté des chiens. Donc je vous explique son expérience. Donc il y avait 3 chiens, il y avait 3 groupes. Le premier ne recevait aucun choc électrique. Le deuxième recevait des chocs électriques, mais ils avaient un petit levier sur lequel ils pouvaient appuyer pour arrêter le choc. Et le troisième avait le levier, mais qu'ils appuient ou pas, ils continuaient à recevoir les chocs électriques. En fait, ils se retrouvaient dans une situation d'impuissance. Ensuite, on a pris ces mêmes chiens. On les a mis dans 2 sections séparées par une petite barrière. Lorsqu'ils étaient d'un des côtés, ils recevaient des chocs électriques. S'ils sautaient de l'autre côté, ils ne recevaient plus les chocs électriques. Donc les premiers groupes, ceux qui n'avaient pas reçu de choc électrique, immédiatement passaient de l'autre côté. Le groupe 2 qui avait appris qu'en fait ils avaient du contrôle, ils pouvaient faire des choses, pareil, ils sautaient de l'autre côté. Mais le troisième groupe, à qui on avait montré dans la situation précédente qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit, eux, ils restaient sur place et ils recevaient les chocs électriques et ils n'essayaient même pas. En fait, c'est le concept de l'impuissance apprise. Lorsque
votre cerveau s'est dit « je ne suis pas capable de le faire », et ben même si le contexte change, vous n'allez pas réessayer. Et c'est ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui, que vous retentiez des choses où peut-être à un moment donné vous vous êtes dit bah, je suis pas très bon ou de toutes les façons moi à l'oral je serais toujours un petit peu passable parce qu'en réalité vous pouvez le faire. Ce qui est rassurant dans cette expérience, c'est que lorsque les scientifiques ont pris les chiens de ce troisième groupe, donc ceux qui ne bougeaient plus, et les ont mis de l'autre côté, et ben, les chocs électriques ont arrêté. Donc les chiens ont compris que s'ils passaient de l'autre côté, ça allait être bon. Donc les fois d'après, quand ils les remettaient, les chiens sautaient, parce qu'ils ont compris. Donc l'impuissance apprise, casser ses croyances limitantes, c'est possible. Et vous allez pouvoir briser tout ça pour réussir à faire un pitch vraiment, vraiment impactant. Donc, si on résume, si on arrive à se débarrasser de la peur induite par le rejet du groupe et qu'on casse les anciennes croyances limitantes qui nous ont poussé à croire qu'on n'était pas un bon orateur, alors on peut non seulement devenir bon, avoir un pitch vraiment impactant, marquer les esprits et faire en sorte qu'on se souvienne de nous pendant longtemps. On peut devenir excellent et bien plus que ça. On peut devenir d'incroyables orateurs, c'est d'ailleurs pour ça que la forge existe. On va faire un petit exercice que vous allez pouvoir reprendre après dans le document que je vous mets en bas de page. Donc imaginez que pendant les 10 prochaines minutes, personne ne peut vous juger. Vous êtes à l'abri total. Ni vos collègues, ni votre famille, ni Internet, ni vos clients. J'aimerais que vous complétiez ces phrases. Je crois profondément que ce qui m'agace ou me révolte dans mon domaine, c'est si je pouvais changer une chose dans mon secteur ou dans la manière dont les gens pensent, ce serait les personnes que j'ai vraiment envie d'aider sont une idée populaire avec laquelle je ne suis pas d'accord est le message que j'aimerais porter publiquement est la plupart du temps, vous ne manquez pas d'idées. Vous manquez d'autorisation intérieure pour les dire et pour libérer votre créativité en fait. Mais le moment où vous assumez toutes ces réponses, vous arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde et c'est exactement à ce moment-là que vous allez commencer à inspirer et à trouver votre tribu. Des gens qui vous ressemblent, les gens qui pensent comme vous, les gens qui osent. Une fois qu'on a mis tout ça à plat, on va pouvoir passer à la technique pure et dure avec le prochain cours qui est sur les pitchs de façon très très concrète.